Salut tout le monde! Donc, une petite vidéo un peu différente si vous voulez voir de la voiture aujourd'hui. Non, vous allez juste voir ma gueule en fait. Ça va probablement peut-être être filmé en one shot. Je vais essayer peut-être de couper deux, trois trucs à certains endroits. Mais voilà, ça va pas être une vidéo qui va être centrée sur une voiture en particulier ou quoi que ce soit. C'est plus en réaction, une vidéo réaction entre guillemets, j'aime pas dire ça, ça fait vraiment mais par rapport à une vidéo donc, que Romain Monti a sortie il y a quelques jours de ça. Et il a acheté une Porsche Boxster ici au Japon. Et dans cette vidéo, il parle des enchères au Japon, de pourquoi il l'achète là-bas. Et moi, qui suis, je suis exportateur ici depuis 2016 ou 2017 environ. Je suis au Japon depuis 2014. J'ai toujours été dans la bagnole pendant aussi longtemps que je m'en souvienne. Avec un père voilà, qui était aussi toujours dans l'automobile. J'ai grandi derrière ça. Et disons que tout ce qu'il dit à peu près sur le Japon, les enchères, c'est 90% entièrement faux, enfin plus des mythes. Des mythes qui sont perpétués vidéo après vidéo, influenceur par influenceur, sur le Japon, sur les enchères, sur les Japonais et l'automobile. Et voilà, on m'a envoyé le lien de la vidéo, je l'ai regardé. Romain, donc juste préciser quand même, la vidéo n'est pas à charge contre lui, je sais qu'il fait que répéter ce qu'on lui a expliqué. Même l'importateur qui lui a probablement expliqué tout ça, je crois qu'il travaillait avec, c'était Prestige Prestige Automobile, Prestige Import, je ne sais plus le nom exactement de la boîte avec qui il bossait. Mais c'est probablement il répète pour le moment ce que l'importateur lui a dit. Et l'importateur lui-même n'est probablement pas en train d'essayer de mentir ou de vendre vendre sa bagnole, vendre ses services. Les deux sont probablement honnêtes, mais ça n'enlève rien en fait que le nombre de conneries à la minute qui est expliqué et le nombre d'idées reçues sur le Japon et les voitures ici à la minute qui sont dites dans la vidéo sont assez impressionnantes et juste pas réelles. Donc voilà. Donc j'ai même pris mes petites notes, j'en ai encore d'autres ici, on va en parler par rapport aux enchères. On va essayer de commencer, donc déjà je vous ai mis le lien de la vidéo en description, donc de sa vidéo en description, donc allez la voir avant voilà, de lire celle, de suivre celle-ci, ou vous pouvez juste regarder celle-là, voilà, j'essaie d'y aller un peu par point par rapport à tout ce qu'il dit. Il commence sur le fait donc que les Japonais sont méticuleux et passionnés. Donc là, c'est l'image typique du Japonais. Oh, ça, merci. Oh, il faut nettoyer. Oh, c'est pas propre. Oh, c'est le Japonais qui fait un peu tout vraiment au top du top. C'est le meilleur, le plus précis, le plus... Non. Encore plus quand ça concerne des voitures étrangères, européennes. Et encore plus quand ces voitures commencent à être vieillissantes. Donc déjà, lui, on peut juste sa voiture, en parlant juste de la voiture donc de Romain, on peut déjà voir le typique dans tout ce qu'il a, c'est-à-dire c'est une Porsche Boxster qui coûtait très cher, qui coûte très cher à entretenir au Japon, on va revenir là-dessus. Mais des pneus, même pas chinois, sud-est asiatique, sur la bagnole, c'était des triangles Sportex qu'il avait, j'ai regardé un petit peu. Les triangles Sportex, c'est une Porsche Boxster qui coûtait très cher, qui coûte toujours quand même un peu d'argent, et c'est des pneus à littéralement 250 € le set, neuf ici. Donc voilà, ça donne une petite idée. Méticuleux et passionné, on peut aussi voir sur la même image qui montre le nom de son truc, l'état de ses disques de frein, par exemple. Les disques de frein, ils n'ont jamais été changés, par exemple. Et tout ça, en fait, c'est des petits détails, hein, mais c'est typique des Japonais. C'est-à-dire ils roulent en général dans des boîtes, avec des K-cars, des trucs, c'est toutes les mêmes. Ça nécessite très, 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 très peu d'entretien. Et dès qu'ils commencent à avoir un petit succès, on va dire, financier, au boulot, ou personnel, peu importe, et qu'ils récupèrent un peu d'argent, une voiture européenne,
c'est quand même la classe, ça montre c'est un petit statut. Et ils veulent en acheter une. Donc quand ils en achètent une neuve, en général, bon, c'est un peu le même principe qu'en France. Il y a le premier acheteur, il y a le deuxième acheteur, il y a le troisième propriétaire, quatrième propriétaire. Et à la fin, c'est allez vite, un pied au plancher, elle est froide. Versus le mec qui avait une entreprise qui faisait entretenir sa bagnole en concession tout le temps quand il l'a acheté neuve, etc. Même principe au Japon, ça ne change rien là-dessus. Donc les Japonaises se retrouvent avec des voitures en fait qui sont vraiment nécessitent de l'entretien, ils ne sont pas juste pas habitués à ça, absolument pas. Il y a vraiment une surtaxe de tout ce qui est entretien au Japon pour ce qui est donc des voitures européennes. Que ce soit que ce soit une Clio, que ce soit une Bentley. À partir du moment où c'est une voiture étrangère, ils appellent ça des geisha. Pas confondre avec les nanas à Kyoto. À partir du moment où c'est une voiture étrangère, c'est un entretien qui est doublé, triplé par rapport à une Daihatsu, une Toyota de base, des voitures locales. Et ça, les Japonais, quand ils récupèrent la voiture, donc le premier acheteur, pas de problème, 5-6 premières années, ça va. Il la revend. Le deuxième acheteur, vu que les voitures décotent très 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 vite ici, on va aussi parler un petit peu de ça après. C'est mettre autant d'argent dans une voiture qui a perdu autant de valeur, c'est aussi assez difficile pour eux. Et donc, on se retrouve avec des voitures qui ne sont plus du tout entretenues, ou très très mal entretenues quand elles commencent à devenir vieilles. Et je pense que c'est pire que la majorité des pays d'Europe, d'Amérique ou quoi que ce soit. Par contre, les Japonais sont d'excellents nettoyeurs de voitures. C'est-à-dire que la bagnole, elle va rouler sans huile, elle va rouler avec du liquide de refroidissement de la mauvaise couleur, ou mélanger même. Elle va rouler avec du liquide de frein qui a 8 ans, mais elle va être propre. Elle va être un detailing vraiment, pas des gratinures, des petits trucs, des machins, tout va être nickel d'un point de vue cosmétique et un entretien qui est absolument ni fait ni à faire. Ensuite, on passe son deuxième attrait, évidemment, c'est le prix. Et là-dessus, pour le coup, j'ai rien à dire. En effet, le prix, les voitures décotent très très vite ici. La raison pour ça, c'est que justement, les Japonais ne sont pas passionnés par leur voiture. Ce qu'ils aiment, c'est du neuf. Et ça marche pour tout. C'est une société de consommation qui est absolument hallucinante au Japon. Tout ce qui est un peu vieux, un peu ancien, ça dégage. C'est valable pour les maisons, c'est valable pour les voitures, c'est valable pour les téléphones, c'est valable pour absolument tout. Ils détruisent et ils font du neuf. Ils remplacent et ils rachètent du neuf. Il vaut mieux avoir une Kekar de 660 cm3 toute neuve, c'est mieux vu que d'avoir une Audi S8 avec 45 000 km, méga entretenue, qui date de 2003. C'est juste, c'est pas... Voilà, il y a un boulet, un blaireau, qui va rouler avec son espèce de vieille bagnole européenne, et le japonais, normal, propre sur lui, propre, neuf. Et voilà, la valeur en elle-même intrinsèque de la voiture n'est pas importante. À partir du moment où c'est une voiture japonaise ou étrangère, évidemment, si c'est une voiture étrangère et neuve, bon, là, il y a un niveau au-dessus, mais c'est juste pas important que la voiture soit exceptionnelle, superbe ou quoi que ce soit. L'important, c'est que ce soit neuf. En général, c'est ça, les Japonais. Donc, ça rend les voitures, dès qu'elles deviennent un peu vieilles, très vite obsolètes, et elles perdent énormément en valeur juste parce qu'ils en veulent plus. Voilà. Donc conduite à gauche, il parle aussi de voiture conduite à gauche au Japon, et pareil, truc de passionné. Pas vraiment, on en revient au même principe du fait que le japonais c'est cool, c'est un symbole de réussite un peu, d'avoir sa voiture européenne, neuve, l'avoir en conduite à gauche, ça fait le mec cool, c'est pas une histoire de passion, c'est une histoire d'être cool, d'avoir une voiture européenne, d'avoir un truc différent.
Il y a très peu de passion là-dedans. La passion automobile, au Japon, c'était les années 90, c'était les années 80, 90, 2000 un petit peu encore à la limite. Mais tout ça, c'est fini. Tout le monde roule dans des boîtes. Les passionnés, oui, alors quand on va, je vais sur des rassemblements à droite à gauche hein, où il y a des tas de voitures extrêmement rares, c'est cool, ça donne une image du Japon, mais c'est une image de réseaux sociaux, de photos. Le réel au Japon, c'est 99,8%, je crois, des voitures neuves au Japon sont automatiques. C'est 50% de keka de voitures, donc de boîtes. Les boîtes de 50 cm3, c'est 50% des ventes neuves. Il n'y a pas de passion de l'automobile au Japon, c'est fini, ça fait longtemps que c'est terminé. Oui, il y a toujours un groupe de passionnés, il y en a encore, mais c'est plus du tout ce que c'était. Et bon, évidemment, de façon typique japonaise, les quelques passionnés qui restent, ils font pas les choses à moitié, ils sont vraiment à fond dedans. Et forcément, ça se voit à droite à gauche sur les réseaux, dans les médias, etc. Mais ça ne fait pas du Japon un pays de passionnés de l'automobile. C'est fini ça, mais il y a très longtemps que c'est terminé. Une voiture, les gens n'en veulent plus. Ça les fait chier d'en avoir. Ils roulent très peu. Ils ont toujours roulé très peu. Le japonais moyen, je crois que c'est moins de 5000 km à peu près par an qui roule en comparaison avec l'américain moyen qui lui roule 15 000 km par an, donc 3 fois plus. Donc voilà. Ensuite, il passe sur le fait que les voitures, donc pourquoi est-ce que les Japonais se débarrassent de leur voiture, au lieu de juste le fait qu'ils aiment le neuf et qu'une voiture, dès que c'est un peu vieux, bah c'est vieux. Ça les intéresse pas, ils veulent pas de vieux. C'est une vieuxophobie, je sais pas. Enfin bref. Les voitures sont de plus en plus taxées pour pousser aux véhicules neufs. Donc oui, les taxes sont en effet sont là aussi pour pousser à l'achat de véhicules neufs. Mais les voitures, quand elles vieillissent, elles ne sont pas vraiment de plus en plus taxées. C'est quelque chose qui n'est pas vrai au Japon. Les taxes supplémentaires qu'il y a sur les voitures anciennes, c'est 10% de plus sur les voitures de plus de 13 ans. Voilà, donc par rapport à toutes les autres taxes, c'est-à-dire une voiture qui a 3, 4, 5 ans, une voiture qui va avoir 25 ans va payer 10% de plus de taxes. C'est plus, donc statistiquement, techniquement, ce qu'il a dit, c'est vrai. Elles sont plus taxées, mais c'est négligeable. C'est pas une taxe qui est... ce qu'il disait, c'était la taxe des coûts d'exploitation énormes. Non, une voiture plus ancienne n'a pas de coûts d'exploitation plus énormes qu'une voiture neuve. Hormis le fait qu'elle demande plus d'entretien. Et là, ça devient plus problématique pour les Japonais, en effet. Puisque dès qu'il faut entretenir la bagnole, a fortiori quand c'est une voiture étrangère, ça commence à faire très mal. Et ils s'en sortent pas, ils savent pas ce qu'ils font, et même les professionnels du domaine sont juste mauvais. Donc après il y a des exceptions, hein, c'est comme tout, il y en a qui sont bons. Moi, le mécano avec qui je bosse en faisant du rallye, il est très bon. Il peut bosser sur de la Maserati, sur de la R5 Turbo, il peut bosser sur une Yaris GR même, la convertir entièrement pour faire du rallye. Je lui amène tout et n'importe quoi, il s'en sort, il est bon, il sait ce qu'il fait. C'est très rare des gens comme ça, très rare au Japon. Ensuite, donc il passe, après tout ça, alors il passe sur les enchères et l'explication un petit peu de comment les enchères fonctionnent. Et là on est reparti sur toute une dose de conneries sur le sujet. Donc il commence sur le fait qu'un expert passe et note la voiture. Si la voiture a tapé, c'est mentionné. Non. Un expert ne passe pas. C'est pas un expert. Les gens qui font les inspections des voitures, ce sont des types ils ont besoin d'un travail. Ils sont allés voir USS, ils sont allés voir la maison d'enchères. Ils ont eu une formation d'une demi-journée. Ils ont une liste de points extrêmement précise sur chaque voiture. Une liste de points très précise d'inspection. Ils vont avoir leur demi-journée ou peut-être leur journée de formation complète. Des fois, je les vois aux enchères quand j'y vais.
Parce que oui, donc je passe aussi, ça fait depuis 2016-2017, je passe toutes mes semaines aux enchères. Donc je connais bien l'endroit, les endroits, surtout tout le Kansai. Et donc ces gens-là, ils sont pas experts. Ils ont une liste de points à surveiller, ils ont une liste de points à garder, et ils regardent et ils notent en fonction de ça. Ça s'arrête là. Si la voiture à taper, c'est mentionné, oui, mais non. Les voitures au Japon ont un registraire qui est disponible pour les enchères et pour les assurances. Ce registraire en fait va mentionner les historiques d'accidents des voitures qui passent aux enchères. Donc ils regardent ça, ils voient tiens ça a tapé à cet endroit-là. Éventuellement l'inspecteur va regarder est-ce que là c'est droit, c'est pas droit, non c'est encore un peu tordu. Bah, il va mentionner ah tiens il y a ce petit truc là c'est encore un peu tordu. Ça n'a pas été réparé parfaitement, il y a un historique d'accident. Ah, très bien. Si la voiture ne passe pas par les assurances pour être réparée, ça peut être une bagnole de drift complètement défoncée, qui a été plantée 15 fois, mais qui n'a pas été immatriculée depuis 2002, et qui a été que sur du drift, donc la casse, elle arrive aux enchères, elle est complètement défoncée, et là je parle encore une fois, alors par contre, je parle surtout du USS. USS, c'est les plus grosses enchères, la voiture de Romain vient de là, juste parce que la feuille d'enchère, tu reconnais le format des feuilles d'enchère, et c'est spécifique à USS. USS, c'est 70 à 80%, je dirais, des voitures vendues aux enchères ici, c'est dans une enchère USS. C'est vraiment, ils ont presque un monopole sur les enchères. Mais USS, cherchant en fait à avoir une constance, ce qui est important pour eux, vu que c'est une très grosse boîte, avec des millions de voitures qui sont passées dans leurs mains, ils veulent que leurs inspections soient constantes. Toujours qu'il n'y ait pas d'opinion, que l'opinion en fait de l'inspecteur soit non existante. Ils veulent que ce soit un robot en fait qui rédige les enchères et que tout soit le plus constant possible. Pour ça, ils ont un système qui est très japonais et très robotique. Ah oui, pardon, avant de ça, on va partir. Si la voiture a tapé, c'est mentionné? Non. Si la voiture, elle a passé son temps à drifter, elle n'est pas passée par la case assurance. À partir du moment où la voiture n'a pas passé par la case assurance, elle peut arriver avec un pare-choc par terre, une aile complètement enfoncée. À partir du moment où elle est roulante, elle va passer normalement dans l'enchère et être prise en photo. Elle va être notée comme n'importe quelle autre voiture, même si elle était clairement dans un accident. À partir du moment où ce n'est pas une voiture accidentée, on va voir sur les photos qu'il y a eu un accident, c'est toujours tapé, elle va être notée 3, 3,5, 4, comme n'importe quelle autre voiture. C'est la note R, ça veut juste dire que la voiture est passée par les assurances. C'est tout. Ça peut être peut-être que la voiture, elle a tapé un vélo et que le pare-choc a été remplacé. En général, ils ont ils ont un RA, ça veut dire que c'est vraiment un petit accident qu'il y a eu en truc. Mais ça dépend des enchères. Certaines enchères, ça va être R tout le temps, que la voiture a été coupée en deux et ressoudée après, ou qu'elle a remplacé son aile après avoir touché un vélo. Même chose, R. Ça ne veut pas dire que c'est un rebuild, que c'est une voiture qui a été comme une catégorie S, par exemple en Angleterre. Rien à voir. Ça veut juste dire que la voiture est passée aux assurances. C'est tout. Donc ça peut être tout et n'importe quoi. Donc l'expert, bref, on a compris que l'expert, c'est pas un expert, c'est juste un type qui avait besoin d'un travail. Voilà. Si la voiture, ensuite l'histoire des grades, donc les experts, dans le but d'avoir une constance entre toutes les enchères, USS fonctionne donc avec des notes. Donc déjà 5, non 5 c'est pas la note la plus haute, la note la plus haute c'est S. Donc là, je suis venu, voilà. Donc je vous mets aussi le lien du PDF. Les gens se plaignent souvent des résultats des enchères, des résultats des inspections, c'est-à-dire oh, ma voiture, elle était notée 4B, mais le mec, l'inspecteur, il a eu un pourliche, il a été payé et la voiture, c'est une grosse merguez. Et ouais,
C'est normal, il suffisait juste de lire le rulebook du SS avant pour comprendre comment ça fonctionne. La note ne veut rien dire. Donc ici, voilà, là, je vous mets le PDF aussi en lien. Là, vous avez exactement comment est-ce que toutes les notes sont affichées, expliquées. Donc la meilleure note, c'est pas 5, comme Romain l'explique, c'est S. S, c'est spécifiquement pour une voiture donc, qui a 10 000 km, moins de 10 000 km et qui a été immatriculée il y a moins d'1 an. Parce qu'on va voir que la seule chose en fait qui détermine la note, qui détermine, on va dire 60-70% de la note, c'est le kilométrage de la voiture. Ça n'a rien à voir, c'est pas l'état, c'est pas, en fait, tout est dans le kilométrage. Donc ici, donc dans l'explication, donc on voit donc S, moins de 10 000 km, a presque pas d'égratignure, voilà, état parfait, neuf quoi, en gros, et qui a été immatriculé il y a moins d'1 an. Ensuite, on passe note 6. Donc déjà, voilà, 6, c'est vraiment pour les voitures d'occasion, c'est le top. En général, là par contre, on va avoir que des voitures qui vont avoir moins de 4 ans, juste parce que eux, en fait, ils veulent pas qu'il y ait de réclamation. Là, ils veulent une note, ils veulent pas que l'acheteur vienne réclamer par rapport à la note. C'est pas... Ils veulent ne pas avoir de problème, c'est tout, avec les acheteurs. Donc vous allez voir, là, ça va commencer à faire assez mal niveau note. Quand vous pensiez que 4, c'est une super note, je vais vous lire la description de ce qui va avec 4. Vous allez voir que c'est pas terrible. Il suffit de lire le rulebook pour ça. Donc, 6, pas de réparation, pas besoin de réparation. Et il précise aussi que le moteur et les suspensions sont en bon état. Il ne parle même pas de la boîte d'ailleurs, dans le truc, mais c'est ce qui est mis dans le rulebook. Voilà. Ensuite, on passe de 6, on passe directement à 5. Il n'y a pas de 5,5. Là, 5, on passe sur une voiture qui a moins de 60 000 km. Qui va avoir donc un intérieur qui va être considéré comme A, c'est-à-dire un intérieur et extérieur comme A. C'est A, c'est la note, une autre note qui donne, qui est plus subjective, là où voilà, l'inspecteur estime que la bagnole est en très bon état, donc une note de A pour l'intérieur, c'est là où on peut s'attendre à un truc assez immaculé. La description déjà de 5, c'est bien qu'il y ait des égratignures mineures ou des pocs sur la voiture. La voiture en elle-même, l'intérieur et l'extérieur, ne demandent que peu ou pas de réparation. Et aucun panel extérieur n'a été remplacé. Là encore, il précise, le moteur et les suspensions sont en bon état. Là, on est sur 5. Vous voyez déjà que là, c'est pas... Voilà, 5, c'est censé être absolument parfait, on est d'accord? Non, 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 la description, elle est claire, c'est POC mineur et égratignure, peu ou pas de réparation nécessaire. D'accord? Donc, ensuite, on arrive sur une note de 4,5, donc qui est sa voiture. Sa voiture était notée 4,5, voilà. Là, on arrive sur une voiture qui doit avoir moins de 100 000 km. Donc 5, c'était moins de 60 000 km. Avec un intérieur noté B ou un extérieur intérieur noté B ou mieux. Donc là, ils disent c'est la même chose que pour les points de 5, mais avec cette fois des réparations mineures nécessaires à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc il n'y a même plus par contre il n'y a plus de description concernant le moteur et les suspensions en bon état. Il n'y a plus ça. Ce point-là a été viré. Ensuite, on passe à 4. Donc 4 en général, c'est ce que les importateurs brandissent à la main. Ah, 4, waouh, trop bien. Donc ensuite, on va voir, il y a différents points de variation. C'est-à-dire qu'une voiture peut être notée 4, mais ça va être, mettons, elle va être notée que 3,5, alors qu'elle était censée être 4 par rapport au kilométrage. Qu'est-ce que ça veut dire, etc. 4, on arrive sur une voiture qui doit avoir moins de 150 000 km, avec un extérieur qui sont de C ou mieux. Alors, là, on arrive sur une voiture qui a des égratignures visibles,
des petits pocs visibles aussi. On commence à parler de rouille et à l'intérieur donc de craquage, peut-être du tissu ou des carrément coupés et qui demandent des réparations. Donc là, c'est la description d'USS pour une voiture qui est notée 4. On est d'accord. Donc là, vous pouvez imaginer, là, quand on est à 3,5, 3 derrière, on va commencer à arriver du bon. Hein. Alors, ensuite, on arrive sur 3,5. Donc là, 3,5, ils sont toujours avec moins de 150 000 km. Avec un intérieur ou un extérieur noté D ou... je ne sais pas si ils traduisent pour mieux ou plus ou pire. Non, ou mieux. Ça doit être D ou mieux. Voilà. Donc il y a plusieurs. Donc là, pour une 3,5, une note de 3,5, on arrive à... Il y a plusieurs endroits avec, qui ont besoin de réparations majeures et mineures. C'est l'intérieur avec des traces de brûlure, des trous, enfin, un intérieur qui a été ruiné, quoi. En gros, c'est un peu, c'est des cassés, enfin, voilà, c'est la description pour une note de 3,5. Hein. Et on passe, alors là, ensuite 3, là ils en parlent même plus. Hein, 3, c'est une voiture qui a besoin d'une réparation complète, voire d'un remplacement, ou carrément de refaire l'intérieur au complet. C'est ce qui est décrit exactement pour la 3. Là, je regarde donc la version traduite, hein, mais tout est sur cette page-là, vous pourrez la traduire vous-même. Ensuite, on arrive sur 2. Bon, alors là, 2 en général, c'est une voiture qui a très peu de valeur commerciale. C'est 2, là, on arrive sur de la bagnole qui a passé 1 ou 2 ans au fond de l'océan. Ils l'ont repêché, ils l'ont posé là. Voilà. Et 1, alors ça arrive qu'il y a des 1, mais c'est très rare. En général, ce sont des voitures qui ne sont pas passées par les assurances, mais qui ont été noyées. Ils sont passés dans l'eau. Du feu, elles sont rouillées de partout, enfin bref, ou alors même certaines voitures, voilà, ils parlent même de voitures de compétition, genre de rallye, de trial, etc. Qui pourraient faire. Et R, c'est donc une voiture qui aurait une historique de réparation. Voilà, donc comme vous pouvez voir, 4. Quand un importateur vous dit ça les noté 4, mais c'est pas terrible. C'est pas terrible. Ensuite, putain, on est déjà à 27 minutes de trucs. Désolé, hein, si vous voulez une vidéo longue, vous en avez une. Ensuite, on passe donc avec ce qui parle d'une description d'un intérieur et d'un extérieur noté A, B, C, D. Bon, alors pour une voiture notée, si j'arrive à prendre l'autre papier. Donc techniquement, il y a une note qui n'est pas publiée, mais qui est aussi qui décrit l'extérieur en tant que A, B, C, D, mais c'est pas noté, c'est juste, elles sont pas mises publiquement sur la fiche, mais il y a quand même une description pour. Donc on en est sur l'intérieur. Alors, voilà, donc là c'est la version traduite, hein, mais vous l'avez encore sur le PDF que je mets. Donc pour une voiture notée A, des petits accros, pour une description d'intérieur, hein, petits accros, petits trucs à droite, à gauche, des petites voilà, petite coupure, petite marque de cigarette, un truc dans le genre, quelque chose qui s'enlève assez bien et sans truc, il ne manquerait pas de pièces d'intérieur par exemple. B, donc on est là sur une voiture qui n'a pas besoin de réparation majeure non plus, mais pareil, par exemple, il peut y avoir ils mettent several, des petits trous, il peut y avoir des trous de vis, ça peut être un intérieur B, c'est-à-dire un tableau de bord avec parce qu'ils aiment bien visser des trucs sur les tableaux de bord. Ça peut quand même être noté B, même s'il y a des trous de vis dans le tableau de bord. Voilà. Des petits trucs ou des petits... par exemple, quand le dash est un petit peu... quand il y a le cuir qui est en train de partir en morceaux. Enfin, vous savez que la colle, ça se décolle et puis ça shrink, je sais pas les noms en français, ça diminue, ça rétrécit à cause du soleil, le cuir du tableau de bord. Et on se retrouve avec une voiture qui est voilà, tout commence à rétrécir, tous les cuirs commencent à tirer, les coupures, voilà, ça peut être noté B.
Tu peux y avoir aussi des tâches qui peuvent s'enlever assez facilement. Un intérieur C. Donc là, on est sur un intérieur qui a besoin de petites réparations, de trucs dans le genre. Voilà, un intérieur avec des trous, des, des brûlures, avec des trous de brûlures, avec des égratignures, des trucs cassés, des petits cracks dans le plastique, par exemple, des trucs dans le genre. Mais sinon, ça peut être un intérieur qui peut être dégueulasse, mais qui peut être nettoyé pour être mis au niveau d'un intérieur de B. D, on a intérieur, là, ça commence à être violent. Un intérieur D, là, donc là, il y a plein de trous de cigarettes, de trucs dans le genre. Il y a besoin de refaire les sièges. Le tableau de bord en mauvais état, bref, une catastrophe, quoi. Et même chose avec pour l'intérieur, pour l'extérieur, je veux dire, là on est sur un niveau A, il parle donc niveau A, on parle bien d'une bagnole qui est censée être notée 5. Hein. Là on est sur petites égratignures de 2-3 cm, des trucs dans le genre. B, on est sur éventuellement des pocs sur la carrosserie de 1,5 à 20 cm pour les égratignures. Une égratignure de 20 cm, c'est considéré comme un rang B sur une carrosserie. C, on arrive des égratignures de 20 à 40 cm. Là, au bout d'un moment, à eux, la bagnole, c'est une égratignure, quoi. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. D, on arrive avec voilà. La voiture a besoin de réparation, d'être repeinte. La voiture a de la rouille partout. La voiture a de sérieux dommages et des égratignures qui demandent des remplacements de panneaux. Voilà, c'est donc les descriptions des trucs. Donc voilà, juste pour vous dire que quand je dis que les notes ne veulent rien dire, elles ne veulent vraiment rien dire. Alors, ensuite, il parle, là par contre, là on est sur un truc, c'est je sais absolument pas d'où il peut sortir ça, qui peut avoir sorti ça, qui lui a dit ça, je sais pas. Au Japon, tu ne peux pas truquer les compteurs. D'où ça sort? Qui a sorti ça? Qui lui a dit ça? Non. Tu ne vas pas en prison si tu trafiques un compteur. Là, je peux prendre n'importe laquelle de mes bagnoles, changer le compteur, ne pas le mentionner dans la vente. Je ne risque rien. Ça vous donne une idée un petit peu de ce que c'est le Japon par rapport à ça. Alors, les niveaux des kilométrages. Les kilométrages depuis 2004. Tous les 2 ans, quand le contrôle technique est passé, le kilométrage est enregistré. Ça veut dire que s'il y a une discrepancy, si c'est pas le même, c'est-à-dire que ça monte le kilométrage et d'un seul coup, poum, hop, elle a perdu 150 000 bornes la bagnole. Là, on se retrouve avec, ça va être noté, et quand elle passe aux enchères, la seule chose qu'il va y avoir, c'est une petite astérisque à côté du kilométrage. C'est tout. Ça va pas plus loin. On peut changer de compteur, on peut retourner son compteur, on peut en faire ce qu'on veut, on risque absolument rien. Et encore plus quand la voiture est envoyée aux enchères. Quand on est professionnel et qu'on revend la voiture et que c'est noté par rapport aux anciens contrôles techniques et qu'on sait, donc peut-être que c'est pénalisable pour le concessionnaire, je suppose que ça devrait l'être, je ne sais pas vraiment. Par contre, la voiture, on enlève 150 000 bornes, on l'envoie aux enchères, ou on la revend comme ça de particulier à particulier, on ne risque rien. Voilà, ça vous donne une idée du Japon. Le carnet d'entretien, on va en parler aussi maintenant. D'ailleurs, je vais aller chercher un exemple de ce que vous recevez en tant que carnet d'entretien et de ce que vous appelez un entretien vraiment fait. Nous revoilà avec un carnet d'entretien. Donc ça, c'est celui du ML quand je l'avais encore. Le mec l'a jamais pris. J'ai essayé de passer le prendre, il l'a jamais fait. Voilà. Et là aussi, un carnet d'entretien d'un camion Toyota commercial. Donc on va pouvoir regarder un petit peu ce que c'est et qu'est-ce que vous appelez en fait un carnet d'entretien, qu'est-ce que ça comporte et qu'est-ce que ça va avoir. Alors, voilà, donc carnet d'entretien Mercedes. On a des anciens papiers et typiquement, comme tout carnet d'entretien japonais, vous allez avoir des tas de trucs comme ça.
Même format, même type de truc. Toujours la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, en fait, c'est un type qui est passé et qui a vérifié tous les points. Donc c'est les points pour tout, toujours pareil. Donc là, on est sur du Mercedes. Hein. Voilà, petit carnet Mercedes, c'est classique. Maintenant, on peut regarder un camion Toyota. Et vous allez voir quelques similarités. Voilà, c'est pas exactement présenté de la même façon, mais c'est exactement la même chose qui est écrit dessus. Ce sont les mêmes points, les mêmes choses à regarder, tout simplement parce que c'est pas de l'entretien, c'est le prix de chèque avant le chacun. Donc ça peut être soit tous les 12 mois. Pour les anciennes voitures un peu plus anciennes avant, il fallait faire un autre check aussi tous les 12 mois. Donc il passait dans un truc, il y a quelqu'un qui allait faire ces petits trucs là-dessus. Voilà. Alors si vous voulez regarder, c'est vraiment, enfin, je vous mettrai un papier éventuellement en détail à ceux qui veulent. Mais alors qu'est-ce qui reste comme sur les freins, l'épaisseur des plaquettes, le niveau d'huile, est-ce que c'est bon? Oui. Enfin, c'est que des trucs comme ça. Est-ce qu'il y a du jeu quelque part? Non. Est-ce qu'il y a quelque chose? Et là, par exemple, là, vous pouvez... Voilà, il y en a un autre juste là. Et là, vous allez voir, donc, niveau pollution, qu'est-ce que ça sort? Niveau... qu'est-ce qui reste en pneus dessus? Même si les pneus ne sont pas checkés par le... C'est un autre truc encore, ça. Mais le contrôle technique au Japon ne regarde pas les pneus. Le frein main, est-ce qu'il freine? Alors, est-ce que ça, vous appelez ça de l'entretien? Surtout quand on achète une voiture qui est donc un peu luxueuse, comme une Porsche, une Bentley ou quoi que ce soit. Est-ce que ça vous convient pour l'entretien? Parce que ça, c'est l'entretien du camion. Hein. Toyota, diesel, intuable. Et la même chose ici. Alors, il y en a plein, hein, puisque bah, c'est à chaque fois qu'il faut checker. Donc voilà, c'est juste des trucs complètement... Toutes les voitures ont les mêmes. Là, c'est YM 55, donc c'est un 2 litres, un Toyota Light Ace 2 litres, intuable. Tous les petits points, là, ils sont checkés un par un, toc, 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 toc. Et même chose sur la Mercedes, c'est donc c'est pas de l'entretien, c'est juste vérifier avant les points pour s'assurer que ça passe le chacun, tout simplement. Et accessoirement, ce n'est pas à faire non plus par un professionnel. C'est-à-dire que n'importe qui, on va au centre de chacun, on va récupérer ce papier-là, on fait ces petites croix nous-mêmes, on est censé d'ailleurs le faire, même si je le fais absolument jamais, je suis censé en fait, quand j'arrive pour passer mon contrôle technique au centre de contrôle technique national, puisqu'on peut aussi le faire au travers de garage, je suis censé lui donner en fait ce papier-là, et il regarde, ah, c'est bien, ça a été fait, et ça passe à l'autre. Donc ça ne sert qu'à ça, et c'est quelque chose que je peux remplir moi, tout simplement. N'importe qui peut le remplir, c'est pas quelque chose qui est limité à des garages ou que ce soit. Tout le monde peut le remplir. C'est ça que vous appelez un carnet d'entretien à chaque fois. Il n'y a jamais de facture dans ce que vous recevez. Quand vous recevez une bagnole, il n'y a que ces papiers-là. En général, 95% du temps, il n'y a pas de facture, il n'y a pas de reçu de BMW, il n'y a rien du tout. C'est parce que bah, c'est au Japon, c'est pas comme la France, il n'y a pas les factures de quoi que ce soit. Sur ma Delta, pour une raison que j'ignore, ma Delta est la bagnole qui a le plus de factures de toutes les voitures que j'ai. Elle, j'ai vraiment des factures. Et c'est extrêmement rare. Ça n'arrive jamais, en gros. Donc voilà. Arrêtez de parler de carnet d'entretien, surtout pour ici, ça ne veut absolument rien dire. Et puis quand on voit l'état des disques de frein de Romain, il a ces disques, ils ont été bouffés, mais genre il y a une espèce de petite encoche, c'est des disques d'origine, quoi. Ils n'ont jamais été changés, ces trucs. Ils ont 55 000 km, la bagnole elle a 55 000 km, et voilà quoi. C'est typiquement japonais, donc arrêtez de jurer par les carnets d'entretien, ça ne sert à rien ici. Voilà. Ensuite, on passe... Ah oui, alors ce qu'il y a écrit sur sa bagnole, il y a écrit J-Bourg. J-Bourg, je sais pas ce que c'est. Normalement, ce qui est écrit sur la voiture, c'est le nom de l'exportateur, ici.
ou de la personne qui alors c'est soit le nom de l'exportateur, soit la personne qui l'achète, enfin bref, la compagnie qui s'en occupe. Donc voilà, c'est le nom de la personne qui s'est occupée de l'importation. C'est pas écrit aux enchères, c'est écrit au port, quand la voiture arrive au port. C'est là, en général, il y a le nom du yard, le nom de la cour dans laquelle la voiture est stationnée, le bateau sur lequel elle va partir, et le nom de l'importateur. Là, c'est un peu bizarre la façon dont c'est écrit. Il y a juste écrit Djibourg. Djibourg, voilà. Si ça dit quelque chose à quelqu'un, Djibourg. J'ai regardé vite fait sur Internet, je suis tombé sur des types qui vendent des skidoo et des scooters dans le Nouveau-Brunswick au Canada. C'est tout. Donc voilà. Puis sinon après, donc par contre, il passe par l'importateur. C'est en général quelque chose que je recommande aussi. Il passe par son importateur pour payer les règlements et non pas essayer, à moins de travailler avec un exportateur comme moi directement. Dans ce cas-là, c'est différent. Mais si vous travaillez avec un importateur, c'est à lui que vous filez les thunes et c'est lui qui paye l'exportateur. J'ai eu du monde qui a essayé de me dire le mec va te payer directement et tu m'envoies la voiture. En fait, c'est juste parce que il essaye de limiter en fait la casse en cas de problème de son côté, l'importateur. Et il demande à ce que son client paye directement au Japon pour lui. Comme ça, lui, il est vraiment juste prestataire de service et en cas de problème, quand on vend de la Maserati ou des trucs dans le genre, la bagnole, elle a beau être bien, elle va avoir des emmerdes et en France, on ne peut pas vendre ce genre de truc. Parce que c'est un bourbier sans fin, tout le monde peut se retourner contre le vendeur 1 ou 2 ans après, et voilà, c'est invendable. Donc je peux pas vraiment blâmer les gens qui cherchent à faire ça. Mais moi, quand j'achète une voiture en custom order, donc pour un client, faut qu'il paye. Il a 2-3 jours pour payer. Je suis pas là à essayer de comprendre un type que je connais absolument pas, qui me dit j'ai pas réussi à faire le virement, et nanana, ça marche pas. Non, donc travailler uniquement avec l'importateur. Ça pour le coup, très bien. Voilà. Bref, voilà, ça a été une vidéo beaucoup plus longue que prévu. Mais c'était un petit peu pour parler de tout ça, parce que c'est tellement fatigant d'avoir toutes ces idées reçues constamment, par rapport à des mythes, quoi, voilà. Des mythes, des conneries. Renseignez-vous avant. Oui, on peut trafiquer les compteurs ici. Non, les inspecteurs des enchères ne sont pas des experts. Non, les notes ne veulent rien dire. 4, ça veut rien dire. Voilà. Ah si, il y a une petite précision aussi par rapport aux notes. Après, vous allez voir donc la voiture, par exemple la voiture de Romain, d'après ce qu'on a vu sur les notes, vu qu'elle est notée 4,5, ça voudrait dire qu'elle a moins de 60 000 km, qu'elle a moins de 100 000 km. Mais on a vu aussi que une note 5, la voiture est censée avoir moins de 60 000 km. Et normalement, donc sa voiture, vu qu'elle a moins de 60 000 km, elle devrait être notée 5. Il y a une petite marge pour ajuster un peu de ces notes et pour que l'inspecteur, disons que si la voiture par exemple est en état absolument terrible, mais qu'elle a 20 000 bornes, elle va être notée 4 au lieu d'être notée 5 comme elle est censée l'être, juste parce que elle est absolument dégueulasse, donc elle va perdre 0,5 en note. Donc vous allez avoir une voiture qui est complètement défoncée mais avec très peu de bornes, noté 4. Et vous allez dire, il a payé le vendeur, il a payé l'inspecteur, le vendeur a payé l'inspecteur, et du coup, voilà, et je me suis fait arnaquer, et c'est une arnaque. Et non, c'est juste comme ça que ça fonctionne. 70% de la note, ça va être le kilométrage. Ensuite, il y a une marge d'ajustement pour le vendeur. Mais une voiture qui a 20 000 km ne sera jamais notée 3, à moins qu'elle ait fini au fond de l'océan, quoi. C'est pas possible. Donc voilà, on en termine pour cette vidéo. Faites attention quand vous achetez des trucs, arrêtez de vous baser juste sur ce qu'on vous a dit, essayez de vous renseigner un peu plus en détail. Et voilà, croyez pas à tout ce que vous voyez ou tout ce que vous entendez tout le temps sur le Japon.
C'est le truc principal. C'est un super pays, c'est vraiment sympa d'y vivre. Mais ça peut être extrêmement frustrant et les gens sont pas toujours aussi réglo que ce qu'on dit. Et voilà, faites gaffe. En espérant que c'était pas trop long. À la prochaine. Au revoir.